Donc, je ne sais pas si tu veux commencer, peut-être Théo, pour faire un retour de la stratégie de sortie, déjà si tu veux rebondir sur ce que j'ai dit, et puis éventuellement peut-être commencer à donner quelques tips, quelques infos sur comment pourrait faire, on va dire, un débutant, quelqu'un qui se lance sur le marché crypto. Est-ce que déjà aujourd'hui, dans l'état actuel du marché, est-ce que c'est important de réfléchir à sa stratégie de sortie ou est-ce que, au final, on se dit, comme beaucoup de personnes, allez, on verra à l'instant T, on verra comment ça va se passer, et puis je verrai bien à ce moment-là, je serai capable de timer l'euphorie du marché et de sortir au bon moment. Ouais, si tu veux, on part là-dessus. Donc déjà, pour répondre à la question qui vient juste d'être posée, penser à la stratégie de sortie quand ça commence à monter, c'est même pour moi un peu trop tard. Idéalement, moi j'essaie d'y penser dès que j'achète un actif, et ça on le verra aussi je pense, plus tard dans la vidéo, toute la réflexion même avant d'acheter jusqu'au moment de la vente. Pourquoi on vend? Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Mais, déjà pour commencer par les bases, je suis d'accord avec toi, acheter et ce qu'on a discuté en off juste avant, c'est facile, hein, tout le monde peut créer un compte facilement, commencer à acheter des cryptos, commencer à les échanger, que ça soit sur le wallet, sur une application, n'importe quel sexe, exchange, on peut acheter des cryptos facilement et après on les a sur ce wallet, que ça soit le wallet de l'exchange ou les wallets type browser, les wallets, bon bref, on les transfère sur notre Mm. wallet et après très souvent, voilà, on continue peut-être d'acheter des cryptos, on en échange peut-être, mais je pense que cette partie-là, c'est la plus dure et je pense que c'est pas pour rien non plus que la plupart des gens, on préfère la mettre un peu de côté, non? Parce que c'est vraiment pas évident. Tu dis, OK, alors acheter les cryptos, c'est bon, quand tu commences, il faut s'inscrire, il faut envoyer de l'argent, on fait un virement, bon voilà, je peux en acheter, mais après une fois qu'on sort, tu vois, c'est à quel moment, quelle quantité et moi, ce qui m'est passé un peu au début, c'est vraiment quand tu t'y frottes, tu te dis: «Il faut vraiment que je pense à ma stratégie». Là, ça commence à monter peut-être, comme il y en a peut-être, les plus prévoyants qui commencent à avoir les cours montés, avoir peut-être des performances qui commencent à être conséquentes Mm. et se dire: Ouais, il va peut-être falloir que je pense à comment je sors» et quand tu te confrontes vraiment à la question et on aura l'occasion de l'échanger tout au cours de ce live, mais c'est vraiment là où ça devient dur et te dire, «Comment je fais? Comment je prends des bénéfices? À travers de quelle plateforme? En termes de pourcentage? Qu'est-ce que je vais en faire après?» et donc idéalement, pour revenir un peu à la base aussi, avant même de commencer à acheter un actif, il faudrait avoir presque sa stratégie, déjà, plus ou moins planifiée, tu vois? Quand tu mets de l'argent sur un projet, avoir une idée à peu près de ce que ça peut faire. Par exemple, on sait très bien que si on met, maintenant ou même ceux qui sont rentrés, il y a 2 3 ans sur bitcoin, espérer un x10 sur son investissement, ça me paraît un peu, trop optimiste, tu vois? Par exemple, si tu regardes, avec les rendements qui baissent petit à petit, on sait très bien que voilà, on va pas avoir peut-être un bitcoin à 500 600 K, donc si tu l'achètes à 60 K, ou que tu le hold depuis, 2021 où tu as acheté le top presque et que là tu commences peut-être à retourner en positif, pour certaines personnes, ça peut être le cas. C'est pas, c'est pas raisonnable dans tous les cas d'espérer faire un fois 10 ou un fois 20 sur ton investissement. Sur des altcoins peut-être, mais dans tous les cas, il y a aussi ces ordres de grandeur où il y a ce que tu aimerais que ça fasse et ce que raisonnablement tu peux espérer. Et ça, c'est aussi difficile à estimer. Se dire, et on en parlait sur le dernier live aussi, c'est difficile de trouver des modèles, d'estimer des prix, surtout quand c'est des nouveaux coins, des nouveaux schémas narratifs, des nouvelles, voilà, des coins qui commencent à sortir ce cycle-là. Je pense notamment aux coins qui sont dans le schéma narratif de ce cycle, hein, qu'on répète, DeepMind, RWA, le crypto gaming IA. et IA. Voilà, donc les coins d'IA, ils sont en train de, ça explose en ce moment, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Est-ce que la hype va retomber? Bon, il y a des fondamentaux qui sont derrière aussi, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Donc, ça va dépendre aussi des coins qu'on a en portefeuille, des schémas narratifs, mais il faut aussi avoir conscience, on avait changé, donc ça, cette partie-là, on va peut-être pas y retourner dessus, mais en fonction du nombre de cycles qu'ont vécu les actifs qu'on a dans notre portefeuille, il y a aussi certains espérances, certains pourcentages de probabilité de gain qu'on peut avoir aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça a été très clair, mais dans tous les cas, c'est vraiment, c'est assez difficile de résumer et de donner des stratégies ultra précises pour ce genre et pour tous les cas qui s'appliquent à tout le monde. Donc, on va continuer en essayant voilà, d'élaborer nos pensées pour arriver à dégager des méthodes un peu plus, voilà, des choses qui sont peut-être un peu plus complètes ou plus applicables dans tous les cas, tu vois.
Moi, en tout cas, je vais rebondir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je vais rebondir avec tes propos précédents. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je vois déjà dans la section commentaires, et j'en prendrai quelques-uns, de personnes qui disent ouais, mais moi, par exemple, j'investis sur le long terme, donc ma stratégie de sortie, entre guillemets, j'ai pas forcément besoin d'y penser. Par exemple, là, il y a Julien qui dit voilà, moi, j'ai une stratégie long terme et personnellement, sur le BTC, je suis très, très, très long terme car je crois en la technologie et peu importe les raisons. Et je pense qu'il faut vraiment faire le distinguo entre, en effet, ce qu'on va pouvoir retrouver sur le Bitcoin, éventuellement sur l'Ether, parce que ça reste les deux plus grosses crypto-monnaies. Si on se concentre sur le Bitcoin, on a un historique aujourd'hui d'à peu près 16 ans, où on sait que historiquement parlant, on a le halving, on est dans des périodes où on peut avoir des incertitudes, des périodes d'euphorie, de surchauffe de marché, ou des périodes clairement de capitulation. Et globalement, quand bien même on aura eu des périodes un peu de panique, même en 2013, où la seule plateforme d'échange qui s'est fait, qui était présente et qui permettait d'acheter et de vendre des cryptos, c'était MTGOX, la seule et unique plateforme qui existait à l'époque, qui s'est fait hacker pour plus de 800 000 bitcoins. Là, pour beaucoup de personnes, même Andreas Antonopoulos, qui est l'un des fervents défenseurs et qui était l'un des premiers aussi à parler du bitcoin aux yeux du grand public, a expliqué que c'était un moment très compliqué pour lui et puis même pour les bitcoiners à l'époque, parce que beaucoup d'entre eux pensaient qu'en fait, c'était littéralement la fin. Donc on voit que ce côté antifragile, Bitcoin a réussi à le créer au fur et à mesure. Et ce terme antifragile, je le prends du livre de Nassim Nicolas Taleb, que je vous invite à lire aussi, qui est super intéressant justement pour comprendre un petit peu comment s'instaurent ces nouvelles classes d'actifs, principalement le Bitcoin, puisque ça s'est créé vraiment du bas vers le haut, en fait. Hein. Tous ceux qui ont vu une opportunité, tous ceux qui ont commencé à s'intéresser à ce nouvel écosystème se sont dit, bah tiens, je vais essayer de faire des choses avec. Tiens, ça marche pas. Ah bah tiens, il y a eu un hack. Comment on fait pour se protéger, etc., etc. Et puis c'est au fur et à mesure que la confiance s'est créée. Au départ, personne n'y croyait. Puis au fur et à mesure du temps, on commence à avoir de la confiance. Et ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, ça commence à faire un certain nombre de temps que le Bitcoin existe. On sait que malgré toutes les problématiques qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, bah, le Bitcoin continue sa progression, continue d'avoir une adoption qui est de plus en plus croissante. Donc pour moi, c'est pas du tout la même chose de se dire j'investis sur du Bitcoin, par exemple, sur 20 ans, 25 ans ou 30 ans, ou de se dire concrètement, j'investis sur du long terme, sur des altcoins spécifiques, ceux liés au premier schéma narratif, enfin, d'un nouveau schéma narratif ou un coin de cycle 1 ou un coin de cycle 2 avec un ancien schéma narratif, parce que l'historique n'est pas du tout le même, la crédibilité de ces projets non plus ne sont pas du tout les mêmes. Donc attention à la manière dont vous allez voir les choses. Je suis d'accord avec Julien et je peux comprendre ce postulat de dire tiens, je souhaite investir sur du Bitcoin sur le très 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 long terme. Encore une fois, vu l'historique et vu ce qu'on connaît aujourd'hui et vu son côté antifragile, même s'il n'y a aucune garantie. Par contre, d'appliquer ce principe-là sur des altcoins, sur des crypto-monnaies nettement plus spéculatives et d'autant plus certaines qui sont aujourd'hui de coins de cycle 1, en général, là, c'est le désastre total. Parce que si vous commencez à analyser les données et les chiffres, vous vous rendez compte qu'il y a 99% des projets crypto qui ne redépasseront jamais leur précédent plus haut d'un cycle à l'autre. Il y en a qui me disent 99%, c'est exagéré. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur CoinMarketCap, sur le nombre de coins qui sont aujourd'hui référencés. On est à plus de 2 millions de coins et de tokens qui sont référencés aujourd'hui sur CoinMarketCap, tout en sachant que tous ces projets-là ne sont pas référencés uniquement sur CoinMarketCap. Hein. Vous allez sur DexScreener, il y en a bien plus. Sur CoinGecko, il y en a également aussi. Enfin, voilà, des coins, il y en a des milliers qui sont créés chaque jour, encore plus en bull market. Et si vous prenez ces chiffres-là, hein, si on enlève des coins très connus qui sont aujourd'hui partie du top 10, hein, comme par exemple Cardano, comme je sais pas, par exemple Solana, comme Bitcoin, l'Ether, etc. Vous regardez l'écrasante majorité de ce qui reste. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de projets au final qui ce sont des arnaques. Il y a beaucoup de projets qui ne redépasseront jamais leur précédent plus haut dans les années qui suivront à partir du moment où ils auront vécu un seul cycle. Donc, soyez vraiment très vigilants et je pense que dans votre stratégie de sortie, vous ne devrez jamais appliquer ce que vous pensez, ce que vous voyez ou ce que vous pensez connaître sur le Bitcoin et l'Ether, parce que ça reste des cas très spécifiques, ça reste des exceptions, et c'est absolument pas l'exception qui va faire la règle. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens vont vous dire. Si vous aviez fait du DCA sur du Bitcoin ou de l'Ether sur une période relativement longue, vous en seriez beaucoup plus loin aujourd'hui, vous auriez gagné beaucoup d'argent, etc. Ça, c'est le cas pour ces grosses cryptos.
sur les plus petites crypto-monnaies, il y en a beaucoup. Si vous aviez fait un DCA, vous auriez continué en final de lisser votre prix à la baisse sans jamais avoir un retour sur investissement. Regardez, même sur des projets connus. Regardez EOS, par exemple. Dan Larimer qui a fait une levée de fonds, c'était en 2017, et qui était l'équivalent d'Ethereum Killer avec plus de 4 milliards de fonds levés. Les investisseurs, pour l'écrasante majorité d'entre eux, n'ont pas gagné d'argent, absolument pas du tout. Et d'ailleurs, il a quitté le navire depuis maintenant un certain temps. Et je vois pas mal de personnes qui continuent de garder de l'EOS en portefeuille parce qu'ils se disent, voilà, on croit encore en ce projet et tout, alors que le leader en fait du projet, les principaux développeurs ont déjà quitté le navire. D'où l'intérêt aussi de suivre vos portefeuilles. Ouais, puis après, pour rajouter sur le Bitcoin, je pense que ça va être un des sujets qu'on va aborder après, qu'on va continuer d'aborder. Mais au final, même sur des stratégies de 10, dans le dernier live, il y avait quelqu'un qui parlait d'investir sur 25 ans dans les crypto-monnaies. Donc, même sur des stratégies hyper long terme, avec des objectifs qui peuvent être importants. Je vois dans le chat, on parle d'1 million, 1,5 million. Moi, personnellement, je pense que c'est possible, mais on parlera de plusieurs années, pas sur ce cycle-là dans tous les cas. Même dans ce cas-là, tu vois, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on atteint ce prix, parce qu'il y a un peu ce scénario-là auquel j'ai pensé aussi, tu vois, ok, je hold mes bitcoins, pourquoi pas jusqu'à ce que le prix atteigne 1 million, mais une fois que ça atteint 1 million, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vends mes bitcoins? Est-ce que je fais comme la stratégie de Michael Saylor, je m'en sers de collatéral pour pouvoir emprunter et pour pouvoir rembourser, tu vois, ça fait la stratégie qui explique par palier ou comme il y a un prix qui monte, chaque année, je contracte un emprunt pour pouvoir faire mes dépenses, pas payer d'impôts sur mon collatéral en bitcoin. Ou est-ce que j'en vends une partie pour vivre? Est-ce que je continue de le garder parce que maintenant que je suis à 1 million, je me dis qu'il peut peut-être aller à 2 millions d'ici 10 ans. Et dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même une stratégie à penser, même si c'est sur le très long terme, pourquoi pas plus de 10 ans. Qu'est-ce qui se passe dans 10 ans concrètement? Je m'imagine, tu vois, je me projette, ok, on est en 2034, 2035, on a encore vécu plusieurs halvings, on a vécu plusieurs cycles, le Bitcoin arrive à 1,5 million. C'est quoi ma stratégie? Est-ce que je suis encore attaché? Parce qu'au bout d'un moment, il va peut-être falloir prendre des profits ou s'en servir pour extirper, récupérer Une certaine partie de la valeur. Mais c'est ça, en fait, ouais, le truc, c'est que beaucoup de gens se disent, extraire la moi, valeur d'une manière ou d'une autre. ouais, c'est que tu as beaucoup de gens qui se disent, moi, je le vendrai jamais et tout. Et cette stratégie, en fait, de collatéralisation, elle est très bien, elle est super intelligente. Parce que d'un point de vue fiscal, justement, ça t'évite d'être imposé. T'es pas imposé sur l'emprunt. Donc, au final, ton actif, il peut continuer de s'apprécier. D'autant plus si tu as un actif comme le Bitcoin, en fait, qui est capé 21 millions, où tu sais qu'il n'y en aura normalement pas un de plus qui sera miné si le consensus reste le même. Donc, de se dire, tiens, je le mets dans un coffre, entre guillemets, dans un vault, en utilisant par exemple la DeFi, tac, je le collatéralise, j'emprunte en gardant un taux de collatéralisation super élevé. Ça permet d'avoir une optimisation fiscale, d'extraire de la valeur sans vendre son actif. Et c'est des choses qui existent, même en finance traditionnelle. Votre immobilier, aujourd'hui, vous pouvez très bien mettre votre immobilier en hypothèque, et puis la banque vous prêtera, par exemple, de l'argent pour faire d'autres choses, faire tout un tas d'autres choses. Parce qu'ils savent de toute façon, quand bien même vous feriez défaut sur votre paiement, ils seront capables de récupérer l'argent avec le collatéral que vous aurez déposé, quoi. Donc, c'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, d'appliquer ça sur le Bitcoin et sur la crypto, parce que les infrastructures sont encore trop petites, je trouve. Les outils sont pas encore suffisamment développés. Ou en tout cas, il y a des risques encore super importants à utiliser ce genre d'alternative. Mais par contre, je suis intimement convaincu que ce sera des solutions qui existeront dans les prochaines années, tu vois. Et moi, personnellement, ça fera partie des approches que j'utiliserai énormément. Parce que l'idée, et si on s'expose, par exemple, à des altcoins, je le répète tout le temps, mais si vous décidez de vous exposer à des altcoins, ça a pour objectif de surperformer à la fois le Bitcoin et l'Ether en termes de performance, donc d'accumuler plus de Bitcoin ou d'Ether. Si vous prenez plus de risques en investissant dans des coins de cycle 1 avec des nouveaux schémas narratifs, par exemple, et que derrière, vous ne surperformez pas le Bitcoin et l'Ether, vous avez pris plus de risques sans avoir un véritable retour sur investissement. Donc, ce n'est pas le but. L'idée, c'est vous augmenter votre risque, mais pour augmenter vos performances aussi, et donc de surperformer à la fois les performances du coup du Bitcoin et de l'Ether. Mais je pense que pour la majorité des personnes qui regardent ce live, ils l'ont compris. Ça, typiquement que, voilà, si on a une stratégie long terme et de se dire, je fais du DCA, je fais du hold, j'investis dans les prochaines années sur du Bitcoin et de l'Ether, pour moi, ça reste une stratégie qui reste louable et on voit que historiquement parlant, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné. Par contre, d'appliquer ça sur des alts, souvent c'est le désastre complet parce que la majorité d'entre eux ne remontent jamais et souvent on a un pivot, c'est-à-dire qu'il y a des gens au départ qui se disent je suis là pour faire de l'argent, je suis là pour faire de l'argent. Au final, ils sont rects sur un cycle et après ils se disent non mais moi en fait c'est bon, je suis là pour la technologie, j'aime la technologie et puis je suis là pour le long terme et ma stratégie c'est du DCA buy and hold sur le long terme.
Il faut bien comprendre que juste quand on dit stratégie DCA, donc dollar cost averaging et buy and hold sur le long terme, c'est pas une stratégie en fait. On dit souvent stratégie, mais ça c'est pas une stratégie, hein. Cette approche-là, pour moi, elle est pertinente et elle a de l'intérêt qu'à partir du moment où vous comprenez ce que vous faites, si l'actif que vous avez décidé d'accumuler, ça en vaut le coup, etc., etc., et que ça correspond à vos objectifs en termes de risque, en termes de rendement, en termes de management, en termes de gestion de patrimoine, tout ça. Tout ça, ça doit rentrer en ligne de compte et c'est pas juste de se dire, tiens, j'achète n'importe quel type de crypto-monnaie, je fais du DCA et du buy and hold et c'est bon, je vais forcément gagner de l'argent. Non, parce que là, en fait, vous transposez ce qui s'est passé sur quelques crypto-monnaies aujourd'hui qui ont très très bien fonctionné, le BNB, je sais pas, Cardano, également le Bitcoin, l'Ether, etc. Ça a été des cryptos pour lesquels, si vous aviez fait ça, en effet, vous auriez eu des super résultats. Par contre, pour les autres crypto-monnaies, pour beaucoup d'entre elles, ça a été quand même très compliqué, surtout quand on commence à rentrer dans des niveaux un peu plus spéculatifs. Donc pour moi, commencer à réfléchir à sa stratégie de sortie le plus tôt possible, c'est super important. De ne pas se dire juste je le ferai quand ce sera le moment et je vais essayer de timer les moments où il y aura de l'euphorie, parce que on l'a toujours dit avec Théo et puis tous ceux que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, hein, partez du principe que vous ferez partie des personnes moyennes dans le marché crypto. Vous n'êtes pas Warren Buffett, on n'est pas Warren Buffett, on n'est pas Peter Lynch, on n'est pas Michael Saylor. Voilà. Donc on est entre guillemets des petits porteurs parmi les gros aujourd'hui qui existent sur le marché. Donc l'idée, c'est de faire mieux que la grosse majorité des personnes en crypto-monnaie qui, eux, pour le coup, perdent de l'argent. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée que beaucoup de personnes se sont essayées avant vous à essayer de timer le marché, à essayer de se dire je ne fais pas ma stratégie de sortie et j'essaierai de sortir quand je le sentirai. Au final, le sentir, on se rend compte que même ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont géré des milliards et tout, n'ont pas été capables de le faire. Et je parle par exemple de Celsius, je parle de Nexo, je parle de BlockFi, de tout un tas de grosses structures qui ont fait faillite lors du précédent cycle, même FTX, hein, et qui pour autant géraient des milliards. Donc eux, s'ils étaient capables, entre guillemets, même eux, avec tous les outils qu'ils avaient à leur disposition de timer le marché, on s'est rendu compte que même pour eux, ça ne fonctionnait pas. Donc pour un particulier, je pense que c'est important de prendre du recul, de se dire qu'on n'a rien finalement de spécial. C'est une preuve aussi d'humilité et de se dire avec tout ça, comment je peux faire pour aller un petit peu plus loin et pour faire en sorte de réfléchir pour le mieux à la stratégie de sortie.